Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du dysfonctionnement qui a touché la blockchain Ether le 11 et le 12 mai. Un cas relativement intéressant qui a fait naturellement beaucoup parler de lui parce qu'Ether est le deuxième plus gros réseau blockchain au monde et l'un des plus utilisés à l'heure où je vous parle. Bien que ça n'ait pas affecté directement les transactions des utilisateurs, ça a eu des conséquences et même si elles sont modérées, ça en a fait paniquer plus d'un et il faut comprendre pourquoi. Il est vrai qu'Ether est très utilisé, il a rencontré plutôt peu de bugs, proportionnellement à certaines blockchains, et surtout, c'est l'un des réseaux les plus utilisés par d'autres projets et initiatives qui sont venus construire leur propre crypto-monnaie sur le réseau Ethereum. Naturellement, une potentielle panne, ou si un jour la blockchain Ethereum s'arrêtait, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'ensemble des projets qui utilisent cette même technologie. J'ai donc voulu m'intéresser et comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé. Est-ce qu'il y avait eu des pertes pour certains utilisateurs ou pour les validateurs, donc les serveurs qui sécurisent le réseau blockchain? Est-ce qu'il y aurait pu en avoir et surtout quelle en était la cause? Et ça m'a permis de creuser un petit peu et même de revoir certains concepts très intéressants qui m'ont plutôt titillé sur la blockchain Ether. Je vous en fais un condensé tout de suite. Alors déjà, que s'est-il passé? Le 11 mai, dans la soirée, la blockchain Ether n'a pas finalisé ses blocs pendant à peu près 3 époques. Un époque, ça représente 32 blocs. Donc 3 époques, approximativement 25-30 minutes sur la blockchain Ether. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a pas touché les utilisateurs directement. C'est-à-dire que la blockchain Ether ne s'est pas arrêtée. Ce que l'on appelle la finalisation, c'est la toute dernière étape. Une fois qu'un bloc a été généré et que des transactions ont été justement saisies dans ce bloc, qui vient, tout comme son nom l'indique, finaliser définitivement l'écriture de ce bloc dans la blockchain en question. Et là, c'est la première différence avec ce qu'on a entendu un petit peu partout. Non, la blockchain Ether ne s'est pas arrêtée pendant 3 époques. Mais c'est bel et bien dans le processus complet d'écriture de ces nouveaux blocs qu'il y a eu un problème technique. Alors, au tout début, premier moment de panique, les gens se sont mis pour la plupart à accuser le MEV Boost sur les réseaux sociaux. Pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le MEV Boost et il faut surtout comprendre pourquoi les gens l'ont pointé du doigt. Le MEV veut dire Maximal Extractable Value, c'est-à-dire la valeur maximale que l'on peut extraire quant au travail de sécurisation de la blockchain. Pour faire plus simple, il y a un espace qu'on appelle la mempool. Toutes les transactions en attente d'être inscrites dans un bloc y sont présentes. Naturellement, que ce soit des validateurs ou des mineurs de crypto-monnaies, c'est-à-dire des ordinateurs dont le travail est justement de participer à la sécurisation du réseau, leur job est de prendre ces transactions, de les réagencer afin de justement les mettre dans des blocs, afin de faire avancer la blockchain. La particularité, c'est que toutes les transactions n'ont pas les mêmes commissions. Quand quelqu'un réalise une transaction sur la blockchain, il peut choisir de mettre plus ou moins de frais. Et donc, naturellement, pour les validateurs ou pour les mineurs, il peut être rentable de traiter certaines transactions en priorité. Le MEV Boost, c'est le fait justement de réorganiser, de réagencer ces transactions afin de mettre les plus profitables, celles qui rapportent le plus de valeur dans les blocs et naturellement d'augmenter la rentabilité du travail de ces fameux mineurs ou validateurs. Certains sont pour, certains sont contre, quoi qu'il en arrive, c'est quelque chose de faisable et c'était déjà faisable d'ailleurs avant que la blockchain Ether passe de Proof of Work avec des mineurs en Proof of Stake avec des validateurs. Juste pour illustrer ce propos, parce que je trouve le concept super intéressant, ça permet de faire énormément de choses, le fait que le MEV Boost existe sur le réseau. Et c'est ces choses qui sont justement critiquées ou non par la communauté. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui réalise une très grosse transaction sur un échangeur décentralisé. On imagine que ce quelqu'un va échanger 10 millions de dollars contre une crypto-monnaie A. Naturellement, quand il va échanger ces 10 millions de dollars contre une crypto-monnaie A, il va en acheter énormément et il va probablement faire grimper violemment son prix. Imaginez que ce quelqu'un n'ait pas mis beaucoup de frais de transaction. Sa transaction va peut-être être traitée et mise dans un bloc dans 2 à 3 minutes. Eh bien, le fait que le MEV Boost existe va permettre à certains de faire ce que l'on appelle du front-running. Et ce n'est qu'un exemple. Eh bien, quelqu'un pourrait le voir en mempool, c'est-à-dire dans la pool de mémoire qui n'est pas définitive, et pourrait se rendre compte que cette transaction va passer dans 2 à 3 minutes. À ce moment-là, quelqu'un pourrait faire un front-run, c'est-à-dire acheter la même crypto-monnaie en question, mais mettre beaucoup plus de frais de transaction. À ce moment-là, la blockchain, grâce au MEV, va exécuter votre transaction avant celle du gros acheteur. Vous allez pouvoir acheter la crypto-monnaie A. Celle-ci va d'un coup prendre de la valeur quand l'ordre de cet utilisateur va passer, c'est-à-dire juste après vous, quelques secondes après, et vous pourrez revendre la crypto-monnaie que vous venez à peine d'acheter et qui a déjà pris de la valeur. Ça, c'est un exemple de front-running. Naturellement, sur ce genre d'exemple, beaucoup de gens sont contre le MEV Boost, vous vous en doutez bien. Du coup, il a une petite connotation négative, et bien qu'une majorité du réseau l'utilise, dès qu'il y a un bug à droite ou à gauche, très rapidement, on a tendance à pointer vers ceux qui réagissent
agencent les blocs et ceux qui utilisent le MEV Boost. En l'occurrence, très peu de temps après ces premiers soupçons, on s'est rendu compte que ça ne venait pas de là. Ensuite, le focus de la communauté a été porté sur les clients. Alors quand je dis client, il faut comprendre client en fait, c'est un logiciel qui va être utilisé par les différents validateurs du réseau Ethereum. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain Ethereum a deux couches. L'execution layer, qui comme son nom l'indique, exécute les transactions, et le consensus layer. Le consensus layer, c'est réellement la couche qui va vérifier que les règles d'intégrité de la blockchain et que les blocs qui sont écrits sur la blockchain sont bel et bien conformes à ces mêmes règles. C'est vraiment le fonctionnement de base et la vérification des règles qui régissent le réseau. En l'occurrence, les validateurs utilisent des clients sur les deux couches, la couche d'exécution mais également la couche de consensus. En l'occurrence, ce seraient les logiciels utilisés par les mineurs sur la couche de consensus qui auraient créé ce problème. Alors le 11 mai au soir, il n'y a pas eu d'impact, c'est-à-dire que la blockchain a eu quelques problèmes et a rencontré des dysfonctionnements pendant 25 minutes, mais comme vous l'avez compris, ça n'a pas affecté les utilisateurs et pour le coup, 25 minutes, même pour les validateurs qui ont eu ce bug sans le comprendre, ça n'a pas eu de répercussions financières. Les validateurs n'ont pas été punis. Généralement, il y a deux punitions. La première punition, c'est naturellement le fait de ne pas avoir de récompense. Quand on ne peut pas correctement faire son travail de validateur, on ne touche pas les récompenses. En l'occurrence, en 3 époques, c'est ridicule. Et à côté de ça, on peut même avoir une sanction supplémentaire qui naturellement invite tout le monde à jouer le jeu et bien faire son travail de sécurisation. Il s'agit de la sanction du slash. En gros, pour faire très simple, un validateur présent sur le réseau qui ne fait pas son travail peut avoir une sanction financière. Et le réseau peut lui retirer une partie des Ethers qu'il a stakés sur son nœud afin d'avoir le droit de participer au réseau. Et là, ça aurait pu être un petit peu plus embêtant. Heureusement, 3 époques ne suffisent pas à activer les premières sanctions et pour la soirée du 11 mai et les 3 époques où il n'y a pas eu de finalisation, ça n'a pas réellement eu d'impact sur tous les acteurs et ceux qui participent à la sécurisation du réseau. C'était sans compter sur ce qui allait se passer le lendemain même, c'est-à-dire le vendredi 12 mai. Cette fois-ci, ce n'était pas 3 époques, mais bel et bien 8 qui n'ont pas réussi à finaliser. Le fait que la majorité des validateurs n'arrivent pas à finaliser ces blocs s'appelle une fuite d'inactivité. Puisque pour une raison X ou Y, la plupart des validateurs du réseau sont considérés comme inaptes à finaliser, c'est-à-dire à terminer totalement cette toute dernière étape qui concerne le consensus layer. Et c'est également le 12 mai qu'on a réussi à avoir un petit peu plus de détails et à avoir une première piste réelle sur pourquoi est-ce que les validateurs n'arrivent pas à finaliser ces blocs. Vous l'avez compris, la finalisation, c'est le coup de tampon final qui vient certifier la conformité d'un bloc sur le consensus layer. En l'occurrence, ça fait partie du travail des validateurs. Mais les validateurs, eux, doivent gérer plein d'autres choses. Un validateur reste un serveur informatique. Il a des ressources, il a un CPU et il a naturellement de la puissance informatique qu'il doit attribuer à certaines de ses actions. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que certains validateurs qui utilisaient certains clients, donc certains logiciels sur le consensus layer, ont eu une difficulté et n'avaient plus suffisamment de ressources. C'est-à-dire que le validateur, à force de gérer non seulement les transactions en cours, celles qui sont importantes pour la sécurité du réseau, se devait également d'émettre des certificats pour d'anciennes transactions, qui elles ne sont plus aussi critiques à la bonne continuité du réseau Ethereum. Les validateurs devant attribuer des ressources à la fois sur les nouvelles transactions qui viennent constituer le réseau, mais également sur ces anciens certificats, pouvaient se retrouver à court de ressources et avec une mémoire cache débordée, n'arrivait plus à fournir la puissance nécessaire pour pouvoir traiter les transactions qui, elles, étaient primordiales. Mais à ce moment-là, pourquoi ça n'a duré que 8 époques, finalement? Pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps? Et pourquoi c'est déjà intervenu la veille? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas le cas de tous les clients du réseau Ethereum. En effet, les clients des validateurs du consensus layer sont assez diversifiés. Je vous affiche une proportion à l'écran. Vous avez à droite tout ce qui est execution layer et à gauche tous les clients utilisés pour le consensus layer. Les deux plus utilisés étant Prism et Tiku peut-être, je ne connais pas la prononciation, et il semblerait que ce soit eux qui aient été touchés. Naturellement, le fait que ce soit toujours de nouveaux validateurs qui interviennent, la chance a pu faire que de nombreuses fois d'affilée, ce soit bel et bien des validateurs qui ont dû traiter et essayer de finaliser ces différents blocs. Naturellement, à un moment, on finit par retomber sur un validateur qui lui est fonctionnel, capable de finaliser, et la chaîne reprend son cours normalement. Ce qui est déjà une première victoire en soi. Heureusement qu'il y avait différents clients et donc différents logiciels, il aurait pu avoir un problème beaucoup plus grave. C'est déjà une preuve de résilience que le réseau est, grâce à la diversification des différents clients des validateurs, réussi à surmonter ce problème. Depuis, Prism et Tiku ont fait une mise à jour, un patch,
qui vient apporter un correctif et qui permet justement aux validateurs de ne pas concentrer trop de ressources sur les anciens certificats, mais bel et bien sur les transactions qui maintenant tout de suite sont importantes pour la sécurité du réseau. Alors qu'on n'a pas la certitude absolue de l'origine de ce problème, et donc la certitude que ce correctif vient définitivement régler le problème sur la blockchain Ether, il semblerait bien, en tout cas depuis le 12 mai dans la journée, qu'il n'y ait plus de bug de finalisation sur la blockchain Ether. Alors si 3 epochs ça n'a pas apporté de sanctions, 8 epochs ça en a apporté quelques-unes, mais pour le coup c'est vraiment non significatif. Il y aurait eu approximativement 50 Ethers de récompenses qui n'auraient pas été distribués, ça paraît beaucoup, mais imaginez à l'échelle de tous les validateurs du réseau, c'est ridicule, et 28 Ethers de pénalités. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un validateur de 32 Ethers, ça représente 0,0006 Ethers. Autant vous dire que c'est non significatif. En effet, le système est fait pour qu'un acteur qui ne fasse pas son travail sur une longue période reçoive une grosse sanction. Rater quelques epochs en quelques minutes n'est pas suffisant pour recevoir une pénalité violente. Et heureusement, imaginez que vous êtes validateur et pendant une nuit, votre validateur a un problème technique et ne fonctionne pas, ce serait quand même dommage de perdre tout ce que vous aviez déposé sur ce nœud le lendemain matin. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça très intéressant, déjà parce que ça permet de comprendre un petit peu mieux comment la machine Ether tourne, également parce que c'est des enjeux techniques, et surtout parce que très peu de blockchains ont eu ces problèmes avant. Ethereum est l'une des plus grosses, et quand elle rencontre un problème, c'est souvent la première fois qu'on observe un problème du genre, et donc il est toujours intéressant de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, surtout quand ça aurait pu in fine affecter les utilisateurs finaux, mais surtout quand ça a affecté les gens qui stake des Ethers, et donc tous ceux qui maintiennent des validateurs et qui participent à la sécurisation de ce dit réseau. Alors en conclusion, quoi en penser? La première chose, c'est que c'est certain, ça a créé de la panique. Autant vous dire qu'il y avait quelques bitcoins maximalistes qui étaient contents de souligner le fait que Ether n'avait qu'à pas passer en proof of stake. Certains rappellent que ça n'a rien à voir et que ça aurait pu quand même avoir lieu d'une autre façon, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours eu une petite guerre entre le fameux proof of work de Bitcoin et ce récent passage au proof of stake de l'Ether. Pour beaucoup de membres de la communauté Ethereum, ça prouve justement la résilience du réseau. Il y a bel et bien eu un problème qui rendait non opérationnel plus de 60% des validateurs du réseau, et pourtant sans qu'il y ait de hard fork, le réseau a réussi lui-même à surmonter ça et finalement repris la finalisation correctement au bout de quelques minutes. Pour d'autres, c'est surtout un bon moyen d'avoir une incrémentation empirique, puisque ce nouveau problème a mis en lumière les limites de certains clients, de certains logiciels, qui sont aujourd'hui patchés, corrigés, et qui seront donc encore plus robustes à l'avenir. Ça rappelle surtout l'importance de la diversification et le fait que si dans un réseau décentralisé, tous les validateurs utilisent ne serait-ce qu'un seul et même logiciel, il suffit que ce logiciel ait un problème et tous les validateurs du réseau décentralisé peuvent rencontrer le même et ainsi remettre en cause la sécurité globale de ce dernier. Certains notent également qu'il existe un module Gasper sur la blockchain Ether qui aurait pu agir comme une roue de secours si jamais le problème avait été plus grave et avait été encore plus loin. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qui s'était passé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à donner votre avis et même à apporter des précisions techniques. Je sais que certains d'entre vous sont très tech, connaissent même parfois bien la blockchain Ethereum et son fonctionnement. N'hésitez pas à apporter des précisions, des détails et à donner toujours plus d'informations sur le sujet. Je remonte les commentaires les plus pertinents afin que les gens qui regardent cette vidéo puissent aller consulter les premiers commentaires afin d'en savoir encore un peu plus. Je vous mets dans la description différents liens, différents articles de médias, mais également des tweets de membres importants de la communauté, notamment des membres de la communauté Ether ou encore des personnes qui s'y connaissent réellement plus profondément sur le sujet. C'était Asher, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère vraiment que ce genre de sujet un peu plus tech vous plaise parce que je prends toujours autant de plaisir à les vulgariser. N'oubliez pas de vous abonner, un pouce bleu, un commentaire et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.